Les projets dont je vais vous parler, justement, sont dans un but de parler des maths un peu autrement, et la Maison Poincaré le fait remarquablement, parce que nous faisons un métier, nous les mathématiciens, et enfin, vous remarquerez dans la salle, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas l'air... Enfin, d'abord, il y a des personnes qui ne sont pas francophones, et donc voilà, donc ça c'est une première remarque. Et si vous voyez quelqu'un qui n'est pas francophone, il y a des chances qu'elle ou il soit mathématicienne ou mathématicien. Donc vous avez autour de vous plein de mathématiciens et mathématiciennes. Et bizarrement, alors ici ce n'est pas le bon public pour ça, parce que vous savez que les mathématiciens et mathématiciennes existent, mais en général les gens ne le savent pas. Et même la réaction lorsqu'on parle à quelqu'un et qu'on avoue qu'on est mathématicien ou mathématicienne, les réactions ne sont pas toujours hyper positives. On va dire ça comme ça. Et donc, les projets dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est aussi des projets, donc d'abord des projets que j'ai co-créés avec Paul Turner de l'Université de Genève, avec l'aide de Mario et Reynard, ça vous verrez après, et après des projets avec Bruno Theu. Et le but, c'est toujours d'essayer de raconter un peu les mathématiques autrement, et pour dire en particulier que la recherche en mathématiques existe, quelque chose qui n'est pas évident alors, pour vous, toutes et tous, c'est sans doute évident, mais en général, ça ne l'est pas. Et le thème central qui va nous occuper ce soir, et c'est en lien d'ailleurs avec le semestre dont nous a parlé Florence, c'est la notion de distance entre des objets géométriques. Et je vais vous donner plusieurs exemples de ça. Alors vous me direz, si vous regardez ces deux triangles, il y en a un qui est un peu plus à gauche que l'autre. Voilà, okay. Ça c'est une façon de mesurer la distance entre deux triangles. Mais cette question-là, même cette question qui paraît toute bête, c'est comment est-ce qu'on mesure la différence entre deux triangles peut donner lieu à des mathématiques extrêmement riches. Et pour ne rien vous cacher, je ne vais pas tellement parler. Mais bon, tout ça pour dire que ça existe. Et ce que je vais vous demander plutôt de faire, et c'est donc, j'ai déjà donné des exposés sur cette partie-là dans des lycées. Le premier truc que je demande aux personnes, c'est de prendre leur téléphone, et pour ceux et celles qui veulent, et de télécharger l'application Quadratis. C'est une application gratuite que nous avons créée. Vous pouvez jouer au lieu de m'écouter. Et comme ça vous fera oublier qu'il fait 48 degrés dans cette salle. Et ça fait passer le temps. Donc ça, c'est... Voilà. Et je vais vous montrer un peu, parce que vous n'êtes pas obligé de sortir vos téléphones non plus. Alors c'est remarquable, tout le monde dit que les jeunes sont vraiment pas disciplinés et tout, mais quand je donne un exposé sur ce sujet... Salut Stéphane. Quand je donne un exposé sur ce sujet dans un lycée, les gens sont hyper disciplinés, tout le monde sort son téléphone, et même... sont hyper concentrés sur le jeu à tel point qu'ils ne lèvent plus les yeux après. C'est très impressionnant. OK, donc je vais vous montrer ce que vous avez. Donc à chaque fois, les règles sont hyper simples. Vous avez une certaine figure géométrique qui est là, vous appuyez sur le grand triangle, ça se mélange, et vous, votre objectif, c'est de revenir à l'état de départ qui est marqué là. Hein? Et pour ça, avec votre doigt, vous glissez les carrés. Et vous voyez quand vous glissez le carré, hop, il apparaît de l'autre côté. Et donc, il y a des choses mystérieuses qui se passent quand vous essayez de glisser le carré. Donc là, par exemple, j'ai fait plein de mouvements et il ne s'est rien passé. Et quelle est cette notion de proximité géométrique entre les formes? Là, en l'occurrence, on a deux motifs différents. Par exemple, celui que vous voyez là et celui qui est en bas. Et on peut essayer de mesurer à quel point est-ce que ces deux motifs sont proches en disant, pour aller de l'un à l'autre, OK, je commence à essayer de transformer le premier. OK, donc ça m'a fait un mouvement. Donc pour l'instant, j'ai fait un mouvement et les deux motifs qu'on avait étaient proches. Et puis après, je peut-être un autre mouvement. Je fais un autre mouvement, tac. Et là, je ne sais pas quoi faire. Bon, OK. Puis le reste de l'exposé, c'est moi qui essaie de résoudre des puzzles. Donc, ça, vous avez meilleur temps de jouer, ça sera plus amusant. Hop, j'ai réussi et j'ai même un score, etc. OK. Et donc ça, c'est cette notion, ça, c'est ce jeu. Et vous pouvez commencer à jouer au jeu, et puis vous verrez, les jeux deviennent de plus en plus intéressants au fur et à mesure. Mais pour vous raconter un peu les maths qui sont derrière ces jeux-là, parce que c'est les maths qui viennent du type de recherche que je fais.
Donc, l'idée, c'est que vous avez l'objet à gauche, là, c'est un plateau. Et vous voyez qu'il y a non seulement des carrés, mais il y a une façon dont on associe les carrés. Okay, donc, tous les côtés de carré sont associés à un autre côté de carré. Donc, par exemple, si j'étais une fourmi sur ce plateau, et que je bougeais comme ça, vous voyez, hop, tac, et comme le carré là, il est associé là, hop, la fourmi arrive de l'autre côté. C'est magique. Hein? Hop, la fourmi peut aller en arrière, tac, la fourmi peut aller en avant, en arrière, en avant. Ça m'a pris beaucoup de temps pour faire ça, donc je vais faire ça pendant un moment. Ouais, et la fourmi, hop, mais elle a le droit de monter aussi, elle monte. Et qu'est-ce qui se passe? En haut, j'arrive en bas, et comme le côté du haut, il est associé au côté en bas, hop, la fourmi arrive ici. Hein? Hein? Donc ça, c'est... Vous voyez un peu ce qui se passe. OK. Et la fourmi, je ne sais pas combien de temps j'ai fait ça, trop de temps, hop, la fourmi est là. OK. Et maintenant, on va faire quelque chose de plus compliqué, donc je vais prendre plus de carrés. Ouais, donc je prends plein de carrés cette fois. Mais il ne suffit pas de savoir dans quelle forme est-ce que je les mets comme ça, il faut encore décider comment est-ce que je les colle, les carrés, les uns aux autres. Okay, donc là, il faut choisir une façon de coller tous les carrés du haut, tous les hauts du carré, à un bas de carré quelque part. Donc là, j'ai décidé, par exemple, de coller celui-là en haut à gauche avec celui en bas à droite. Mais après, j'ai fait d'autres collements comme ça. Et je dois faire pareil pour les carrés gauche-droite. Donc je dois décider comment est-ce que je colle les carrés à gauche avec les carrés à droite. Ouais, donc j'avais ce truc-là et ce truc-là. Et puis pareil, je peux être une fourmi, je peux me balader là-dessus, et qu'est-ce qu'elle fait la fourmi? Ben, elle arrive là, et hop, la petite flèche lui indique qu'elle doit ressortir ici. Hein? Tac, comme ça. Vous voyez ce qui se passe. Alors c'est trop facile avec les flèches, donc je vous ai enlevé les flèches. Bon, je vous remets les flèches, comme ça vous retenez bien. Donc retenez bien. Vous avez bien retenu? OK. Bon, hop, la fourmi, hop, tac, tac. Vous avez retenu, vous avez... Ah. Ça, est-ce que vous savez où va arriver la fourmi? Eh oui, tout en haut. Bien joué. Voilà. Hop. Et puis là, je ne sais pas si vous vous souvenez. Moi non plus. OK, là. Parfait. Voilà la fourmi. OK. Et donc, ce plateau, une fois que vous avez un plateau, donc à la base, on avait un plateau, après, on colorie les carrés. Et maintenant, les carrés vont bouger exactement comme la fourmi. Mais tous les carrés doivent bouger en même temps. Et donc, vous avez un plateau comme ça, vous coloriez, et ça vous donne un puzzle comme Quadratis. Hein? Hyper simple. Okay. Alors, juste pour dire que, de nouveau, hein, parce que c'est important d'expliquer que tout ça, c'est des maths, c'est très important, blablabla. Alors, pour être plus sérieux, les exposés de maths, c'est toujours avec des fonds blancs, et c'est tout en noir et blanc, parce que ça fait plus sérieux. Okay? Et donc là, c'est extrait de notes de cours de Carlos Mateus. Okay, donc c'est montrer à quel point les dessins sont très sérieux, c'est en noir-blanc, c'est très joli, et vous voyez un peu le même genre de dessin que je vous ai montré. Si vous regardez le premier dessin, okay, donc c'est la première figure que je vous ai montrée, l'objet géométrique ou l'objet topologique qui est à la base de ce truc-là, c'est un tore, c'est un donut, parce que vous prenez le haut avec le bas, vous roulez, ça vous donne comme un rouleau. Et puis après, vous collez le côté gauche au côté droit, et c'est comme si vous preniez un rouleau et que vous le tordez. S'il était en caoutchouc, vous auriez pu le tordre, et ça vous donne cet objet-là. Hein? Maintenant, je vous fais ça. Donc maintenant, à vous de faire un dessin sur votre feuille, parce que vous avez tous des feuilles, j'imagine. Savoir quelle est la surface, quel est l'objet que nous avons créé en faisant ces recollements. Et pour être tout à fait honnête, pour moi en tout cas, ce n'est pas du tout évident ce qu'on a comme... et là, vous êtes sans doute, certains d'entre vous sont à côté de mathématiciens qui sont en train de faire des calculs, en train de dire, attends, ça quand même, je devrais savoir. Voilà. Mais c'est pas évident. Et en fait, la surface que vous obtenez, c'est comme si vous aviez pris deux donuts et que vous avez recollé ensemble. Mais c'est pas... en tout cas, pour moi, ça ne saute pas aux yeux. Voilà. Vous, peut-être, mais moi, ça ne saute pas aux yeux. Et puis après, donc, vous avez un objet comme ça, vous avez un plateau, vous coloriez, et vous avez plein de façons différentes de colorier. Donc, vous choisissez les couleurs que vous avez. Donc là, par exemple, on a choisi
un carré rose, 4 carrés bleus et 4 carrés violets. Et il y a plein de façons différentes de les colorier. Et le but mathématique, c'est d'aller de l'un à l'autre en faisant des mouvements comme je vous ai montré avant. Okay. Donc, en l'occurrence, pour ça, il y a 630 façons différentes de les colorier. Et croyez-moi ou ne me croyez pas, c'est possible d'aller d'un des motifs vers un autre en faisant ces mouvements, en glissant avec le doigt. Et pour ça, justement, je vais vous montrer un peu quels sont les objets derrière. Et on a de la chance qu'il fasse beau, mais pour la lumière, ce n'est pas si facile. Alors attendez, ça c'est pour après. Tac, tac, tac. Voilà. Ok, je vais vous montrer un exemple des objets qui sont derrière. Et donc là, vous ne voyez pas très très bien, mais vous verrez un autre exemple où on voit mieux tout à l'heure. L'idée, c'est que là, vous avez donc le motif qui est à droite, et quand je glisse les carrés, vous voyez qu'il y a des points qui s'allument à gauche. Et si je continue à glisser dans tous les sens possibles, chaque point lumineux qu'on voit à gauche correspond exactement à un motif différent. Et chaque fois que j'arrive sur un nouveau motif, je le colorie avec la couleur que j'ai choisie. Et ce qu'on commence à voir, ou en l'occurrence, vous ne voyez rien du tout, mais moi je le vois parce que je suis hyper près. Voilà. Mais ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a un réseau qui se cache derrière ces motifs. Et là, c'était un jeu assez simple, mais si je vous montre un jeu plus compliqué, ces réseaux-là deviennent plus compliqués. Donc par exemple, pour celui-ci, vous ne voyez pas grand-chose, mais si vous commencez à bouger comme ça, et là je commence à faire des mouvements, vous voyez que le réseau qui est derrière, donc ça s'appelle un graphe, devient de plus en plus compliqué. Okay. Alors, nous allons faire quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Nous allons faire une démonstration live de quelque chose. Et pour ça, j'ai besoin de 2 volontaires. En général, il faut aller vers le... Ouais, très bien. Voilà. Et deuxième volontaire. Là, très bien, parfait. Alors, ce que je vous propose, c'est de... Regardez, on va faire un exemple d'un jeu. Donc vous allez choisir, si je peux, on va choisir ce premier. Et donc vous, on vous propose un truc, vous devez dire oui. Et ce qui se passe, pour l'instant, nous, on ne voit rien. Mais ce qui se passe, c'est que chaque joueur a reçu un des jeux, et nous, on va pouvoir regarder la course en direct sur cet écran. Voilà. Alors, les points que vous voyez, chaque point correspond à... Ah, voilà, joueur 1 a gagné. Parfait. Magnifique. Pardon? Ah, c'était en attente. Oh. Voilà. Et voilà pourquoi il ne faut jamais faire des choses en direct. On va refaire. On va refaire là. Hop. Ah, voilà, là ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Ah oui, donc c'était une course avec une seule personne. Voilà. Hop. Et là, c'est parti. Et là, on voit les 2 joueurs qui jouent à toute vitesse. Et joueur 1 a gagné. Bravo. Maintenant, je vais proposer un deuxième jeu. Okay. Celui-ci. Alors, vous voyez peut-être pourquoi ce sport-là, à la télévision, n'est pas hyper populaire. Okay. Donc, l'objectif pour tout le monde, pour qu'on sache qu'on est en train de voir, on est en train de regarder les parcours des joueurs. Et en fait, l'objectif des joueurs, c'est de faire la forme qui est tout en haut au centre. Okay. De mettre les 3 blancs à droite et 3 blancs à gauche. Et on voit les joueurs qui sont... C'est marrant. Vous êtes hyper proches, là. Faites un effort, quand même. Je propose qu'on les laisse jouer et on verra ce qui se passe après. On prendra de leurs nouvelles plus tard. Donc le puzzle, il a l'air relativement simple
le puzzle que je leur ai donné, mais il y a un petit truc qui fait qu'il n'est pas si simple. Voilà. Lorsqu'on joue à ce jeu-là, donc le premier jeu auquel nos participants ont joué, il y avait en fait, ils devaient rejouer, reconfigurer la figure en bas à droite. Et en fait, ça, c'est ce que vous voyez, c'est le réseau complet dans lequel on navigue quand on fait ça. Et donc, on peut imaginer que ce réseau-là, il a une certaine complexité et on n'imagine pas qu'on est en train de faire le jeu. Mais vous êtes en train de naviguer au sein de ce monde-là quand vous faites le jeu. Et juste pour parler un petit peu, donc si je reviens à notre premier exemple, okay, donc le premier exemple c'était ce carré qu'on a obtenu pour avoir on a recollé pour avoir un donut, et maintenant on prend 3 couleurs comme ça, et on regarde ce puzzle-là. Donc ça nous donne un puzzle, mais on pourrait l'agrandir, on pourrait regarder un 4x4, ou on pourrait regarder un 5x5, ou un 6x6, ou un 7x7. Et toujours pareil, et on pourrait essayer d'estimer combien de mouvements il faut au plus pour aller d'un motif vers un autre motif. Et en fait, donc ça, c'est un truc qu'on a étudié. Donc, quand on a introduit ces jeux pour essayer d'expliquer certains éléments de la recherche en maths, et puis on a réalisé qu'on ne savait pas faire, en fait. Donc, on a introduit ces jeux-là, puis après, on a réalisé, mais en fait, nous, on ne sait pas la réponse à cette question. Et donc, on s'est mis à faire de la recherche sur ces jeux-là. Et il nous a fallu un moment, mais avec Paul Turner, on a découvert qu'en fait, le nombre de mouvements qu'il faut pour aller de n'importe quel motif vers n'importe quel autre motif grandit à peu près comme n carré. Donc plus n est grand, plus le nombre de mouvements grandit quadratiquement dans la taille du carré. Et on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour montrer ça. Et si par exemple, je vous donne ce puzzle-là, déjà, on ne le fait pas à la main, parce que là, on est dans le 8 x 8. Donc, juste un petit quiz pour ceux et celles qui aiment bien calculer les choses. Pensez qu'il y a combien de combinaisons possibles pour ce puzzle-là? Donc, l'ordre de grandeur, hein, on ne va pas vous demander un chiffre exact. Enfin, je vais vous donner le chiffre exact, mais je ne vais pas vous le demander. Voilà. Okay, donc, tout le monde a un chiffre en tête? À peu près? Ok, voilà. Okay. Voilà la réponse. Non, c'est une blague, c'est pas vrai. C'est ça la bonne réponse. Il manque un facteur de 1000. Ok. Je vous ai bien eu. Hein. C'était très très bonne celle-là. Ok. Bon. Il manque un facteur de 1000. Voilà. Et donc ça, c'est le nombre de combinaisons possibles. Donc évidemment, quand on essaie de démontrer quelque chose comme ça, on ne le fait pas à la main. Voilà. Donc c'est à peu près 2 fois 10 à la puissance 52, okay, donc c'est vraiment beaucoup, et ça c'est juste pour ce puzzle-là, qui se joue très bien à la maison. Vous avez 7 ans, vous pouvez jouer à ce puzzle. Et pour autant, vous n'allez certainement pas explorer toutes les possibilités. Voilà. Et donc, en particulier, les ordinateurs ne peuvent pas gérer ce genre de problème assez rapidement. Donc assez rapidement, les ordinateurs sont à la peine pour pouvoir calculer combien de mouvements il faut pour aller d'un motif à l'autre. Et même, ça va plus loin que ça, je vous ai raconté ce qu'on sait avec Paul Turner. On a montré que dans un certain cadre spécifique, on pouvait borner le nombre de mouvements qu'il faut pour aller de l'un à l'autre. Mais en réalité, pour le reste, on ne sait rien. On ne sait rien. Donc, je peux vous lister. Vous allez me poser, mais qu'est-ce qu'on sait sur telle chose? Rien. Pour le reste, tout à peu près reste ouvert. Par exemple, si je vous donne 2 puzzles différents, 2 façons différentes de les colorer, décider si on peut aller de l'un à l'autre en faisant des mouvements, je ne sais pas. Trouver un algorithme de résolution de ces puzzles-là, je ne sais pas. Calculer, c'est un truc de complexité informatique, calculer la complexité qu'il faudrait à un ordinateur en théorie pour le faire, on ne sait pas. Hein? Donc on ne connaît rien là-dessus. Donc tous ces puzzles-là, vous pouvez y jouer, mais en fait, vous êtes dans un domaine où les maths ne connaissent plus la réponse. Et je ne dis pas que c'est la réponse fondamentale auquel toute la salle devrait s'atteler, parce que c'est important pour le sort de l'humanité, mais enfin, c'est pour vous montrer qu'assez vite en maths, on arrive à des questions et à des choses qu'on ne sait pas faire. Et c'est là où arrive la recherche. Vous l'avez fait? Oui. Parfait, magnifique. Génial. Magnifique. Et donc, ces questions-là, et ça tombe assez bien que
nous avons ici la photo une image de Mariam Mirzakhani qui est ici dans cette salle, donc ça tombe bien. Donc le genre de maths qui sont liés à ces questions-là, c'est vraiment lié au genre de maths qu'elle faisait, par exemple. Et c'est une poursuite fascinante, mais qui demande du temps. Enfin, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Voilà. Ça, c'est une image qu'on ne voit pas très bien, mais c'est les mêmes graphes auxquels vous étiez en train de jouer. On a eu l'occasion de les présenter dans un musée scientifique à l'EPFL, qui s'appelle l'EPFL Pavillon, donc en Suisse. Et ça, c'était une façon d'imager, de visualiser tous les mouvements que faisaient les différentes joueuses et joueurs au jeu. Et ça nous amène au deuxième questionnement de l'exposé. Et cette question-là, c'est de nouveau une histoire de distance entre objets géométriques, mais cette fois-ci, on va l'approcher un peu différemment. Alors pour faire le lien, je me suis amusé à, ça aussi, j'ai perdu une quantité de temps pas possible, à faire ça. Donc une façon dont on pourrait faire pour aller d'un triangle vers un autre, ça serait en utilisant exactement ce qu'on vient de voir, en faisant des mouvements, des glissements. Et voilà une façon dont on peut transformer un triangle dans une autre. Ouais. Ça, c'est en utilisant exactement le même genre de choses qu'on était en train de faire. On pourrait utiliser ça pour comparer des objets géométriques. Il dure un moment, le film. Je vous oblige à le regarder, parce que moi, j'ai dû... Chaque mouvement, j'ai fait chaque mouvement. Mais il y a plein d'autres façons de regarder les objets géométriques et de regarder leur équilibre. Et lorsque vous regardez de l'art abstrait, en particulier, vous avez de l'art abstrait, l'art abstrait est souvent fait de figures géométriques élémentaires, et vous regardez un tableau de Kandinsky, vous regardez un tableau, etc. Ces tableaux-là ont un certain équilibre trouvé par l'artiste, et il y a une vraie question de savoir d'où vient cet équilibre. Est-ce qu'on peut regarder cet équilibre mathématiquement, Est-ce qu'on peut essayer de quantifier l'équilibre entre objets géométriques? Kandinsky avait toute une théorie, donc à l'époque Bauhaus, qui était assez amusante. Il avait une théorie comme quoi les formes géométriques avaient une couleur. Et donc, par exemple, pour Kandinsky, le cercle ou le disque était bleu. Un exemple. Bon, Kandinsky était entouré par des personnes qui admiraient beaucoup Kandinsky. Donc Kandinsky, il allait partout et il disait, oui d'ailleurs, les cercles sont bleus, parce que tout le monde à qui je demande, toi aussi tu trouves que les cercles sont bleus? Tout le monde disait, oui, oui, bien sûr. Donc je pense que c'est ça, sa validation de sa théorie comme quoi les cercles sont bleus. Mais enfin, il avait l'impression que les formes avaient une couleur. Et il recherchait cet équilibre, de nouveau, entre triangle, carré et disque. Et avec Bruno Theux, mon collègue à l'Université de Luxembourg, on a essayé d'interroger un peu cet équilibre géométrique. Et pour ça, on a demandé aux personnes de dessiner énormément de triangles, de quadrilatères et de cercles, en se disant, peut-être que, pas tout le monde est Kandinsky, mais peut-être que globalement, si tout le monde dessine son triangle préféré, son cercle préféré, peut-être qu'on va trouver une forme extraordinaire en faisant ça. Bon, je ne vous cache pas que c'est un peu décevant. Donc voilà le cercle moyen qu'ont dessiné les gens. Alors, juste un truc par contre qui est très clair, c'est que Kandinsky avait complètement tort pour la couleur. Ça, c'est évident, mais ça, c'est parce que Kandinsky ne posait pas la question aux enfants. Parce que si vous demandez aux enfants de dessiner des cercles ou des disques, ils sont, jaunes, à cause du soleil. Mais oui, bien sûr. Donc, en moyenne, si vous demandez aux personnes, s'il y a des enfants dans la salle, en moyenne, le disque sera jaune. Enfin bon, voilà, ça c'est un petit truc. Et ça, c'est le cercle moyen qu'on a fait demander aux gens. Donc ça, c'est le triangle moyen. Bon, ça, c'est le triangle moyen des participants. Il est formidable, ce triangle. Bon, moi, j'aime beaucoup les triangles, donc moi, je suis très content. Il est marrant. Okay. Et voilà le quadrilatère moyen. Alors, une remarque importante, c'est que ce n'était pas obligé, mais le quadrilatère moyen est convexe. Donc, on a pris la moyenne des 4 points pris par des gens, ce n'était pas obligé. On aurait pu imaginer qu'en moyenne, même si les quadrilatères que dessinaient les gens étaient en général convexes, que la moyenne ne soit pas convexe. Mais c'est un quadrilatère convexe. Et si on met ces choses-là ensemble, voilà notre chef-d'œuvre. Voilà, extraordinaire. Voilà. Donc,
je ne vous cache pas qu'on était un peu déçus par ça. Okay. Mais ce n'était pas le but ultime. On avait un autre objectif, c'est qu'on a collecté plein de données. Et avec ces données-là, en fait, on les a données à des musiciens. Et ces musiciens en ont fait de la musique, les ont sonifiés. Et je vais vous montrer juste un extrait de ça. Parce qu'à la fin, on a fait, ces compositeurs, on a fait un concert géant, ces compositeurs. Donc on avait un public de 1000 personnes quand même. Et je vous montre un extrait, vous verrez, c'est très différent de la conférence d'aujourd'hui. Je vais reprendre. Je peux? Voilà. Donc ça m'a juste donné le temps pour faire mes réglages techniques pour la suite. Voilà. Et donc, on a fait quelque chose d'autre que de prendre juste la moyenne. Mais il y a une autre partie qui nous a intéressés, c'est qu'on a demandé aux gens de dessiner non seulement des triangles et des cercles et des quadrilatères, mais on leur a aussi demandé de dessiner des formes. Et je vais vous montrer exactement ce que je veux dire. Et en même temps, en fait, je vais vous demander de faire passer les tablettes et vous pouvez faire vos propres dessins. Alors, au début, vous devez juste accepter les termes et conditions. Enfin, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Normalement, ça va. Voilà. Tac, voilà, il faut juste dire oui. Voilà. Puis après, vous allez faire exactement ce que je vais faire ici. Comme ça, vous verrez ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous avez comme objectif... Vous partez de la gauche et avec votre doigt, vous faites la forme que vous voulez. Okay, donc vous faites une forme, hop, et puis vous terminez à droite. Et votre forme se colorie. Et puis vous pouvez rajouter des couleurs, comme vous voulez. Et ça vous fait un dessin. Okay, donc ça, c'est un exemple. Et vous pouvez bouger les couleurs si vous avez envie. Vous dites, ah non, je préférais que ça soit comme ça. Etc., etc. Okay. Puis c'est à vous de choisir les couleurs. Et donc, est-ce que ça marche? D'accord. Donc il faut, voilà, il faut juste, voilà. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Et puis après, vous dessinez ce que vous voulez. Okay. Et puis faites passer les tablettes une fois que vous avez fait quelques dessins. Faites-les passer dans la salle, comme ça, tout le monde peut contribuer des dessins. Et je vous en reparlerai après. Alors, hop, en attendant que ça arrive, voilà. Et donc, l'idée derrière ce truc-là, c'était non seulement le dessin qui nous intéressait, mais c'était la façon dont les personnes font les dessins. Donc, on enregistre non seulement le dessin, mais la façon dont vous faites le dessin. Okay. Et donc tout ça, et une des origines de ça, c'est un film que j'ai regardé en famille quand j'étais petit, qui s'appelle Le Mystère Picasso, et qui était un film où le but était d'essayer de comprendre non seulement l'œuvre finale d'une œuvre d'art, mais le processus créatif. Okay, ça, c'est quelque chose qui intéresse évidemment beaucoup les artistes, mais aussi les mathématiciens et mathématiciennes. Non seulement le résultat final, mais aussi la façon dont c'est arrivé. Donc, ce film-là avait un truc extraordinaire, c'est qu'ils ont développé une technique pour pouvoir filmer l'œuvre au fur et à mesure que Picasso peignait. Alors, je vous montre juste un extrait. Donc, il n'y a pas de musique cette fois. Et on voit exactement le processus par lequel Picasso crée son dessin. Et cette science du trait,
l'étude de ce trait, qui est un objet fondamental pour la création artistique, était remarquablement bien mis en valeur dans ce film-là. Alors, une des difficultés, ça a été de trouver une partie du film où il ne dessinait pas des femmes nues. Mais enfin bon, donc, voilà. Mais vous prenez la moyenne des dessins de Picasso, c'est clairement une femme nue. Bon, voilà. Et donc, on a fait ça, et on a fait ça une première récolte en 2022. On a demandé aux personnes de faire, donc c'était une première version. Et donc, on a récolté dans différents endroits dans le monde, à l'Expo universelle, dans des musées de sciences, sur des sites universitaires, dans des lycées, le lycée de Thionville. Je pouvais deviner quel genre de dessin on a obtenu du lycée. Enfin bon. Voilà. Et on a reçu des dessins extraordinaires du monde entier. Alors, il y a des personnes qui font des dessins plutôt abstraits, des dessins qui sont clairement des animaux. Voilà. Et on a fait une deuxième récolte plus récemment, donc en 2025. Et donc en tout, on a récolté, enfin je ne sais pas, quelque part vers 40 000 dessins. Donc on en a vraiment beaucoup, dont des chefs-d'œuvre assez extraordinaires. Donc vous avez remarqué depuis le début juste, donc on n'en a pas reparlé, mais vous voyez que les couleurs correspondent à vos choix de couleurs au fur et à mesure que vous êtes en train de faire des dessins. Vous choisissez les couleurs, à vous d'essayer de deviner d'où viennent ces couleurs. Est-ce que les couleurs qui sont là sont mises au hasard? Est-ce que les couleurs là ont un rapport avec vos choix, dans l'ordre dans lequel vous choisissez les couleurs, etc. Donc ça, je vous laisse réfléchir à ça. Et après, vers la fin de l'exposé, en général, j'oublie de vous le dire, et voilà, vous serez obligé de venir me poser la question après. Okay. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe en général. Et donc là, je vous montre quelques dessins qui ont été faits plus récemment lors de la, soi-disant, deuxième récolte. Donc, exactement comme vous êtes en train de faire là. Donc bon, c'est pas exactement pourquoi j'ai choisi ces dessins. Enfin voilà, c'est juste pour vous montrer différents exemples de personnes qui font des dessins vraiment très très différents. Voilà, des dessins plus ou moins, voilà, des dessins très simples. Ah, ben ça, on voit que ça c'était, évidemment ça a été pris en Suisse. Ça il n'y a pas de doute. Là c'est très clair. Voilà. Et on a pris l'ensemble des dessins qu'on avait, et on a décidé de calculer leur moyenne mathématique, en se disant, on va avoir une œuvre extraordinaire. Et donc, moi, ma blague, c'était avec Bruno, je disais, mais tu sais, on va dépenser des heures de temps, des projets, etc., et on va s'apercevoir que la moyenne des dessins faits par les gens, c'est un trait. Et voilà la moyenne qu'on a. Et en fait, au début, Bruno était un peu déçu, mais j'ai dit, non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En fait, il y a plein de choses. Donc, on va faire un petit zoom pour qu'on voie ce qui se passe. Okay? Donc là, on zoome et on voit qu'en fait, si vous regardez de plus près, il y a un phénomène chaotique assez extraordinaire. Et en fait, ce phénomène chaotique-là, alors, à mon avis, enfin, bon, on va regarder après un autre exemple pour parler de ce phénomène chaotique. Mais si je reviens sur le truc là, en fait, d'abord, on s'aperçoit qu'en moyenne, les gens montent le doigt. Quand les gens, il y a des gens qui commencent par faire un dessin vers le bas, mais en moyenne, les gens montent le doigt. Et donc, le premier truc, il est vraiment très déterministe. Okay, d'abord, les gens montent, en moyenne. Une première information. Après, il y a quelque chose de très déterministe, et après, à un moment, il y a quelque chose de chaotique qui arrive. Et le fait qu'il y ait un truc chaotique nous paraît peut-être normal, du point de vue, un truc aléatoire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qui ressemble essentiellement à un mouvement brownien. Alors, ce n'est pas un mouvement brownien, parce qu'un mouvement brownien, il n'irait pas de la gauche à la droite, mais c'est un mouvement brownien avec drift, pour être... voilà. On a l'impression que c'est quelque chose qui ressemble à ça. Je vous montre encore ça, c'est la moyenne de la deuxième récolte. Là, on a pris les moyennes un peu différemment. Donc, on voit encore le phénomène. Donc là, on a pris les moyennes un peu différents. Et là on ne voit plus les petits lacets. Et ça, je pense que ça vient de la façon dont on prenait la moyenne au début. Et donc, on s'aperçoit qu'en moyenne, le trait, il est simple. Même si tous les dessins que font les gens, on a tendance à les encourager à faire le tour comme ça. Mais le trait, il reste simple. Ça veut dire qu'il ne revient pas sur lui-même. Il va plutôt de la gauche vers la droite. Ce qui est un truc aussi qui est assez intéressant.
Mais comme je vous disais, c'est non seulement les traits qui nous intéressaient, les dessins, mais les mouvements que faisaient les gens. Et donc on a retracé, donc là je ne sais pas si on voit très bien, mais on a retracé, là vous voyez différents mouvements de doigts, et en l'occurrence vous voyez les mouvements des doigts des personnes qui dessinent, qui dessinent, et toutes ces personnes-là dessinaient en écoutant le même morceau de musique. Donc là les mouvements étaient coordonnés en quelque sorte, parce que tout le monde écoutait exactement le même morceau de musique. Là je vous montre un autre aspect de ça. On peut prendre ces dessins-là, et on peut aller de l'un à l'autre. Et on bouge entre les dessins. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que vous voyez, vous avez vu plein de dessins. On passait d'un dessin vers un autre, etc. Ces dessins n'ont pas été pris au hasard. On a choisi le premier dessin, on a choisi le dernier dessin. On avait un univers de dessins faits par les personnes. Et on a choisi, en quelque sorte, un chemin le plus court dans cet univers de dessins entre les deux dessins qu'on avait. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, donc je vais vous raconter ce que c'est. Et pour ça, il faut avoir une notion de comment est-ce qu'on mesure la différence entre deux dessins. Et donc là, on va oublier les couleurs pour un moment. On va dire, comment est-ce que je fais pour mesurer la distance entre le dessin à gauche et le dessin à droite. Et il y aurait plein de façons de faire, mais comme c'est moi qui fais l'exposé, c'est moi qui choisis. Donc, on va faire cette façon-là, et c'est une distance qu'on appelle la distance de Fréchet. En anglais, on appelle ça le dog leash distance, qui est plus évocateur. Ça, et qu'est-ce que c'est? Donc d'abord, on commence par superposer les deux dessins. Alors déjà, on ne voit rien, donc je vais rendre la tâche encore plus difficile en prenant une couleur qu'on ne voit vraiment pas. Pour le deuxième dessin, mais l'idée, c'est que vous avez donc une courbe violette et une courbe blanche, et on veut essayer de mesurer la distance entre les deux. Et pour ça, l'idée de la distance de Fréchet, c'est qu'on imagine qu'il y a une personne qui se balade le long de la première courbe, et puis un chien qui se balade le long de l'autre courbe, et on mesure la longueur de la laisse. Mais bon, comme je n'avais pas envie spécialement de déterminer qu'une courbe était une personne et l'autre personne était le chien, j'ai décidé de faire les deux en fourmi. Donc c'est la ant leash distance. Voilà. Et donc la première fourmi, elle avance, la deuxième fourmi, elle avance, et de nouveau, voilà. Oh là là, la première fourmi, elle tombe. Voilà, moi aussi, oh, c'est terrible, les fourmis tombent. Donc ça, c'est simplement parce qu'au bout d'un moment, comme je fais tout ça à la main, donc ça, c'était déjà 45 minutes de ma vie pour faire les... Voilà, donc à un moment, j'ai dit non, les fourmis, ça ne va pas le faire, donc je les ai enlevées. Et donc, on va faire sans les fourmis, mais on a juste la laisse. On imagine que les fourmis sont toutes petites. Et la laisse, elle continue comme ça. Elle se balade le long de la courbe, la première courbe et la deuxième courbe. Tac. Et à la fin, on a fait une balade, et qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le moment où la laisse était la plus longue. Il y a un moment où la laisse était plus longue que tous les autres moments. Et ça nous donne un nombre. Alors évidemment, on aurait dit, oui, mais le premier chien, il a fait n'importe quoi, ou la première fourmi a fait n'importe quoi, a été beaucoup trop rapide, etc., etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le minimum de toutes les possibilités, de tous les parcours possibles pour les deux fourmis. Et on essaye de minimiser cette longueur maximale. Donc c'est ce qu'on appelle un problème min-max. Voilà. Et à propos, on m'a demandé de donner un exposé à Toulouse, et on m'a envoyé un email. Il m'a fallu 1 heure pour comprendre l'email, parce que l'email disait « Oui, ton intervention sera 45 min-max ». Et j'ai vraiment pas compris. Donc, c'est donc 45, en fait, c'est 45. Pourquoi minimum? Voilà. Et après, en relisant le lendemain, j'ai dit, ah mais oui, d'accord. Voilà. Enfin bon, bref. Donc, toujours est-il, voilà. Et donc, et ça, c'est cette mesure de Fréchet. Et ça, c'est cette distance de Fréchet. Donc, vous regardez tous les parcours possibles pour les fourmis. Pour chaque parcours possible, vous regardez la longueur de la laisse maximale, et maintenant, vous essayez de le faire de façon à ce que
la laisse soit toujours la plus petite possible. Enfin, pas toujours, mais au maximum la plus petite possible. Et ça vous donne une mesure de à quel point les deux dessins sont les mêmes. Donc effectivement, si vous prenez 2 fois le même dessin, vous allez avoir une mesure de 0, parce qu'il suffit de marcher en parallèle. Et si vous avez 2 dessins qui sont proches les unes des autres, dans un certain sens, là vous allez avoir une toute petite laisse. Il suffit de parcourir, il ne faut pas s'arrêter et faire pipi si la première fourmi, etc. Bon, ok. Et voilà. Donc, tout ça, ça nous donne un espace de tous les dessins. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc, en fait, quand vous avez... J'ai oublié de vous dire que vos dessins, en fait, vont apparaître. Ça, j'aurais dû vous dire. Je sens que... Mais c'était dans les termes et conditions que vous avez tous lu. Voilà. Et donc, on voit tous ces dessins qui ont été faits. Voilà. Et ce qu'on peut faire... Attendez, je vais mettre un autre truc. Ouais. Donc, voilà. Donc, très bien. Et donc, on voit tous ces dessins-là. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut en prendre 2. Et par exemple, celui-ci. Et on va prendre le premier et le dernier. Magnifique. On va les mettre ensemble. On va voir le premier. On va voir le deuxième. Et on va regarder la moyenne entre ces 2 dessins. Magnifique. Alors, la question est de savoir comment est-ce qu'on a fait pour calculer cette moyenne. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré la moyenne de tous les dessins de 20 000 dessins. Mais il y a une vraie question. Comment est-ce qu'on fait pour calculer cette moyenne? C'est quelque chose qui n'est pas évident. Et en fait, il y a plein de façons différentes de calculer la moyenne. On va refaire l'expérience avec un autre dessin. Hop. Très bien. Magnifique. Et puis après, on peut faire l'expérience avec plein de dessins pour voir si on obtient quelque chose. Ils sont très beaux, vos dessins, pour ça. Je tiens à dire qu'ils sont beaucoup plus beaux que les dessins que les personnes ont fait à Lyon. Ce que j'aurais pas dû dire, parce que cette conférence est filmée. Et voilà la moyenne de tous ces dessins-là. Non, les dessins à Lyon étaient très beaux aussi. Voilà. Et je vous montre encore une chose. Et après, ça sera l'heure de sortir de cette salle. Voilà. On va prendre 2 dessins. On va prendre cette maison et ce pouls cardiaque. Et en fait, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que ce que vous voyez ici, vous, ça vous paraît un ensemble de points. Parce que c'est un ensemble de points. Ce que représentent ces points, c'est que chaque point représente une paire de dessins. Par exemple, si je suis sur ce point-là, c'est la paire de dessins avec ce dessin-là et ce dessin-là. Et vous voyez comment le point, il est plus ou moins, lumineux, merci, voilà, plus ou moins lumineux. Plus les 2 dessins sont distants les uns des autres, plus le point il est lumineux. Okay, donc les points foncés, en particulier, ces 2 dessins sont relativement proches dans la métrique avec la laisse. Chose qu'on peut comprendre, parce que si on parcourt celui-là, à un moment, il y a peut-être besoin que la laisse soit longue comme ça, mais pas tellement plus. Okay? Est-ce qu'on prend un point très très lumineux là, ben là, vous êtes obligé d'avoir une grande laisse. C'est très intéressant, c'est très intéressant, ces 2 dessins. Donc ça, il y a un dessin qui fait comme ça. Donc la première fourmi est obligée de parcourir comme ça, mais la deuxième fourmi, comme elle fait des allers-retours, à un moment, la laisse, elle doit être très longue, quelle que soit la façon dont la deuxième fourmi avance.
Donc là, on commence à voir les distances. Et ce que vous voyez, cette matrice de choses représente l'ensemble des distances possibles entre ces choses-là. Et je vous montre encore... Alors, où est-ce que c'est? C'est quelque part, c'est là. Ce que vous voyez là, les deux points que vous avez vus, c'est ce dessin. C'est les deux dessins que je vous ai choisis dès le début. Donc, c'était ce dessin-là et ce dessin-là. Et là, vous voyez ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'avec ces deux dessins, on a regardé, au lieu de regarder tout l'espace, parce que tout ça, c'est dans un espace très grand. Hein, on ne peut pas voir tout l'espace dans lequel c'est. Mais par contre, on peut voir l'espace du point de vue de ce dessin et du point de vue de ce dessin. Et donc, tous les autres dessins ont une certaine distance par rapport à celui-là et une certaine distance par rapport à celui-là. Exactement comme si j'essayais de comprendre sur une carte, je mettais deux personnes, je mettais une personne à Paris et une personne à Fribourg, pour prendre des exemples vraiment au hasard. Okay. Et je regardais pour savoir où est-ce que je suis. Je regarde la distance que j'ai à la personne à Fribourg et je regarde la distance que j'ai par rapport à la personne à Paris. Et ça me donne deux nombres qui me déterminent un peu une information sur où est-ce que je suis. Et donc, évidemment que ce point-là, il a distance 0 de lui-même. Ouais, donc c'est pour ça qu'il a une coordonnée x qui est 0. Et ce point-là a une coordonnée y qui est 0, parce que ce point-là est à une distance 0 de elle-même. Et puis après, je vais regarder un peu le voisinage pour voir où est-ce que les autres points arrivent. Ah, et je vois un premier point qui arrive. Et donc ce point-là correspond à un autre dessin, je ne sais pas lequel, parce que normalement il devrait apparaître, mais il n'apparaît pas, mais ce n'est pas grave, c'est mieux, comme ça c'est plus mystérieux. Okay, ce point-là correspond à un autre dessin, et puis au fur et à mesure que j'élargis, on voit les autres points, les autres étoiles qui arrivent. Et ça nous dit quelle est la position relative de ces différents points. Et donc on voit que par exemple, si je voulais voyager dans ce monde-là, métrique, pour aller de ce point-là vers ce point-là, et qu'à un moment, pour une raison quelconque, j'avais besoin de faire une halte pour boire un café, le meilleur endroit que j'ai pour m'arrêter, c'est là. Okay, ça, c'est l'étoile la plus proche, okay, dans un certain sens. Et la question est pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de point ici? Pourquoi est-ce qu'on ne voit aucun point qui est là? Je vois plein de gens en train de... Hein, ça vient du fait que c'est un espace, c'est ce qu'on appelle une distance, c'est une mesure de distance, ça s'appelle un espace métrique, ça vient du fait qu'il n'est jamais plus rapide, il ne peut pas être plus rapide si vous forcez d'aller d'un point A à un point B, si vous forcez le fait de passer par un point C, ça ne peut pas être plus rapide que de prendre le chemin minimal entre A et C, et c'est simplement ce qui s'appelle l'inégalité du triangle en géométrie. Et donc tout ça pour vous dire, je vais m'arrêter là-dessus, que les triangles sont partout, et c'est bien ça qu'on aime en géométrie. Et je vais vous laisser avec des différents rendus de vos dessins que vous avez faits, qu'on va voir en fond d'écran. Donc on va voir différentes choses qui vont apparaître sur l'écran. Voilà. Merci beaucoup pour votre temps et votre attention.